Leaders Masterclass est un lieu d'échange et de partage. Notre objectif ? Vous aider à mieux connaître les leaders et leurs histoires. Découvrir leurs engagements et la manière dont ils les concrétisent au sein d'entreprises qu'ils ont créées ou rejointes. Quelles histoires personnelles les ont amenés à défendre certains sujets plus que d'autres ? Comment ont-ils concrétisé leurs croyances dans le monde professionnel ? Vous le découvrirez dans le podcast Leaders Masterclass. Bonne écoute ! Dans cet épisode, nous échangeons avec Marie Guillemot, présidente du directoire de KPMG France. Diplômée de l'EDEC, elle commence sa carrière chez EY avant d'intégrer KPMG, où elle accompagne les grands comptes des secteurs TMT et les startups. Première femme à diriger l'un des 4 cabinets d'audit français, elle place les enjeux ESG au cœur de sa stratégie et milite pour l'égalité femmes-hommes au sein des entreprises. Avec nous, Marie revient sur sa riche carrière professionnelle et nous propose une immersion dans le quotidien d'une dirigeante française. Bon épisode! Je suis Marie Guillemot, je suis une maman très fière de 3 enfants. Voilà, je crois être une femme passionnée, optimiste, possibiliste peut-être même, et très désireuse d'être parfaitement alignée avec mes convictions et les valeurs solidement ancrées en moi. Alors enfant, je crois que j'étais déjà très curieuse, très passionnée, assez active, pas forcément très casse-cou, mais assez aventureuse, on va dire. Voilà, j'aimais bien découvrir. J'ai fait beaucoup de voile avec mes parents. Et voilà, c'était déjà le goût de l'aventure, des corsaires, des terres exotiques. Voilà, donc ça c'était voilà, quelque chose que j'aimais beaucoup. Et puis voilà, j'ai toujours une curiosité un peu universelle. Et donc voilà, je suis un petit volcan bouillonnant. Papa a voyagé à travers le monde et nous a ramené toujours des images, des idées, des paysages, des photos. Et voilà, donc ça nous a vraiment ouvert voilà, toute la richesse en fait de cette terre. Et voilà, et puis j'ai eu l'occasion après de voyager et les plus beaux moments de ma vie, je peux dire ça comme ça, c'est des moments passés soit en mer avec ma famille, soit encore en voyage avec mes enfants. Et c'est ce dont je rêve, c'est de partir et découvrir avec eux des terres inconnues. Voilà, et ça c'est mon petit plaisir dans la vie. Alors le confinement a été pour ça assez difficile à vivre. Peut-être que le plus peut-être magique, ça a été pour moi de faire une croisière en Arctique. J'ai eu cette chance avec mes enfants sur un petit bateau d'exploration. C'était juste incroyable. J'ai aussi beaucoup aimé le Japon et je me suis vraiment sentie bien. C'est un art que j'adore. Et puis il y a aussi des forces très vives quand on est aux chutes d'Iguassou par exemple. Mais c'est vrai que j'ai une attirance plus naturelle à ces paysages un peu en blanc et bleu. Et voilà, et l'Islande aussi, c'est une terre que je trouve magique. C'est des éléments très forts. Et comme je viens d'un socle granitique, parce que j'ai vécu et je suis voilà, mes racines sont en Bretagne, je retrouve des éléments, voilà, des forces très très fortes, des forces naturelles très fortes. Alors ma formation est la suivante, j'ai fait une année de prépa à Rennes et j'ai intégré l'EDEC. Je me suis posé la question de refaire une 2e année à ce moment où ça n'était pas encore obligatoire, mais j'ai souhaité vraiment intégrer tout de suite. Je me suis dit qu'après la personnalité ferait peut-être la différence. Donc voilà, c'était mon pari et j'ai adoré être à l'EDEC, j'ai adoré être à Lille. C'est une ville qui était extrêmement vivante et mon parcours à l'EDEC a été aussi très riche de belles rencontres, très riche aussi d'une activité associative forte. Et voilà, mon goût pour la mer s'est trouvé assez bien récompensé par mon implication au sein de la course croisière de l'EDEC, où en fait chaque année l'association organise des régates pour l'ensemble des étudiants voilà, de France particulièrement. Et j'ai pu faire partie
du comité de course pour organiser ces régates. Et donc c'était une aventure presque professionnelle, extraordinaire, avec un enthousiasme débordant. Et voilà, ça a été très riche. Oui, alors leader, pas leader, en fait j'ai plutôt le souhait de partager mes idées. J'ai fait beaucoup de voile avec notamment mon père, avec ma famille, et j'ai fait des régates. Et ce que j'aime dans les régates, c'est qu'il y a un esprit d'équipe, on part ensemble et on franchit la ligne d'arrivée aussi ensemble. Chacun est à sa place, chacun a un rôle bien déterminé, et c'est le fait que chacun soit vraiment fluide avec l'autre qui fait la différence. J'ai fait aussi des matchs racing où les bateaux sont strictement les mêmes, et ce qui fait la différence, c'est précisément cette bonne coopération au sein des équipes. Et donc assez naturellement, j'ai souhaité retrouver ça dans l'association, pouvoir apporter des idées et puis prendre les choses en main, parce que ce que j'aime aussi, c'est de concrétiser ces idées. Donc j'aime bien arriver à fédérer, à emmener des équipes. Ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis dans un cabinet d'audit et de conseil, parce que j'adore pouvoir avoir une diversité de clients, de rencontres possibles, et avoir aussi des terrains de jeu très variés. Donc moi j'ai commencé effectivement dans un autre cabinet que KPMG, en travaillant particulièrement dans l'aérospatiale et l'industrie du luxe. Ensuite, j'ai été sollicitée pour monter une practice en matière de télécom, et c'est là que j'ai rencontré Pierre, donc sur SFR, sur Vivendi, dont j'ai été l'associé signataire, donc en audit. J'ai aussi fait beaucoup de transaction services, ce qui a été pour moi un complément extrêmement riche, où il s'agit de comprendre assez vite les leviers d'une entreprise ou d'une opération d'acquisition. Donc ça m'intéressait beaucoup. Et puis j'ai rejoint KPMG quand KPMG a acheté Salustro Redel, donc en 2005. Et j'ai continué dans les télécoms. J'ai souhaité ensuite travailler davantage dans le développement de nos activités, donc sur la partie plus commerciale, marketing, sur les sujets d'image aussi. Donc ce qui a été un pan complémentaire à mon rôle d'associé d'audit. Et j'ai aussi aimé accompagner des équipes ou gagner des grands comptes. Donc là aussi toujours l'esprit d'équipe, et puis une certaine élan naturel à aller à la conquête de nouveaux clients ou de nouveaux engagements. Alors effectivement, en France, j'ai peu de consoeurs à la tête des autres cabinets. Maintenant, il y en a aussi dans les comités exécutifs de mes confrères. Dans le réseau KPMG, on est quelques femmes à diriger les cabinets, c'est vrai aux Pays-Bas, c'est vrai en Australie par exemple. Et donc on a des liens de proximité et d'échange peut-être privilégiés, on va dire. Et mais c'est un mouvement qui vient, auquel moi je suis particulièrement attachée. C'est très difficile parce que le vivier n'est pas encore suffisamment étoffé. Alors le vivier des jeunes femmes que l'on recrute c'est-à-dire les débutantes sont chez KPMG près de 55% de nos juniors. En revanche, elles sont 10% de moins au stade de manager, donc 5-6 ans après. Et puis quand il s'agit de se décider à être ou non cooptées associées, les femmes, contrairement aux hommes, je crois, se posent la question du réalisme de cette fonction dans une vie de femme, de maman, et parfois peuvent s'auto-limiter. Je crois que c'est beaucoup un frein personnel, alors même qu'on peut y arriver. Certes, c'est vrai qu'il faut dépasser le sentiment de culpabilité. On se sent coupable au bureau de ne pas être avec ses enfants, on se sent coupable à la maison de ne pas être au bureau. Donc c'est assez... il y a un travail personnel à faire, et on a à cœur chez KPMG d'offrir des moments de réflexion et de respiration aux jeunes femmes que l'on considère comme étant un potentiel pour rejoindre le partnership.
et leur donner ce temps ensemble, d'identifier justement leurs freins, d'identifier aussi leurs alliés dans la maison, pour pouvoir dépasser leurs auto-limites, c'est-à-dire. La tension entre ma vie de privée, ma vie de maman, disons, et puis ma vie professionnelle, je l'ai vécue au début assez difficilement, pour ce sentiment de culpabilité et de ne pas pouvoir être pleinement dans les deux endroits à la fois. Et moi, j'aime bien que tout soit possible, alors du coup je me sentais contrainte. Néanmoins, j'ai pu faire par exemple pour mon premier enfant une année de congé sabbatique pour prendre ce temps et savourer voilà, ce moment voilà, tout nouveau et privilégié. Ça a été un peu moins vrai pour mes deux enfants qui sont nés après, mais où j'ai pu quand même mieux m'organiser, dépasser aussi un petit peu les qu'en dira-t-on, parce que c'est vrai que dans le regard voilà, des hommes avec lesquels on travaille, on se sent pas forcément tout à fait légitime de partir plus tôt parce qu'on a envie de donner le bain ou de dîner avec ses enfants. Toujours est-il que moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de comprendre que c'était pas du temps de présence où était ma valeur, c'était de faire avancer des équipes, des sujets, et que contrairement à peut-être un cliché que j'avais, qui était de dire il faut séparer la vie professionnelle et la vie privée, c'est que finalement quand on n'essaye pas de faire un vrai clivage, mais qu'on essaye de prendre des temps dédiés, et par exemple rentrer pour dîner avec ses enfants, quitte à se remettre à travailler après, est aussi une possibilité. Moi du coup ça m'a donné un champ des possibles plus important, plus de flexibilité, moins de culpabilité. Et puis mes enfants grandissant, voilà, je leur racontais aussi ce que je faisais comme eux me racontaient ce qu'ils faisaient à l'école. Et voilà, je crois qu'ils sont aussi contents de voir que je me sens bien dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends, et que finalement c'est ça qui est bien, c'est qu'on soit bien ensemble, mais on est bien aussi de sentir que voilà, enfin, ces enfants sont heureux à l'école et que peut-être leur maman est heureuse aussi. Alors, ils me poussent aussi, ils me challengent, hein, mais je crois qu'ils sont contents de certaines choses. Là, le projet de mandature a en son cœur le passage de KPMG à entreprise à mission, et d'embrasser plus largement, plus systématiquement les dimensions ESG. Ils sont très sensibles voilà, au sujet climatique. Et du coup, voilà, ils se sentent peut-être écoutés dans ce type d'action. En tout cas, ils suivent de près, ils me demandent où on en est, et ils me poussent à voilà, être dans l'action. Donc ils m'apportent des sujets, disant « Maman, il y a une start-up ici, c'est super, tu devrais regarder », voilà. Donc c'est presque un travail de famille. Effectivement, pour nourrir le projet de mandature, j'ai souhaité travailler en équipe. D'abord, ça n'a pas été immédiat de vouloir porter ce projet. C'est-à-dire qu'en fait, je ne m'étais pas forcément posé depuis longtemps la question. C'était pas absolument ce que je voulais faire. Mais par contre, je voyais qu'il y a des très belles personnes chez KPMG, il y a des savoir-faire qui sont invraisemblables, et tout ça, ça a beaucoup de force, qui n'est pas forcément encore tout à fait connue, surtout avec les personnes qui ne travaillent pas avec nous. Et donc j'avais à cœur de porter ça voilà, à peut-être un autre niveau de visibilité ou de crédibilité même. Et donc je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Je suis à un niveau voilà, d'expérience où il faut que je fasse quelque chose, où j'avais envie de porter un certain nombre de convictions. Où d'une certaine façon, je me sentais aussi prête et désireuse d'apporter des idées à l'action. Et donc j'ai constitué une équipe de personnes avec lesquelles je travaillais déjà beaucoup, hein, d'associés qui étaient au sein du COMEX. On a complété le dispositif. Et puis on s'est penché sur ce que serait pour nous la vision d'un KPMG dans 5 ans, dans 10 ans, et comment on pourrait y parvenir, comment... Voilà, il faudrait qu'on travaille peut-être de façon plus transversale, par exemple, de façon peut-être plus innovante aussi. Toujours est-il qu'on a donc
construit ensemble un projet, défendu notre projet auprès du conseil de surveillance et on a été très fiers voilà, de la confiance qui nous a été faite. Et puis depuis maintenant 1 an, on est à pied d'œuvre et un élément qui nous a beaucoup impliqué, c'est de partager ce projet avec l'ensemble de nos associés. Pour partager la vision qu'on proposait, les chantiers de transformation que ça supposait, de façon à ce que tout le monde soit impliqué, que ce ne soit pas un projet de 10 personnes, de 12 personnes, mais que ce soit le projet des 550 partenaires de KPMG et des 10 000 collaborateurs. Et donc on a mis en place des calls, parce qu'on était en période de confinement, mais des calls mensuels où on exprime l'avancement de nos initiatives et puis là où on en est. Et puis on fait un call cette fois-ci trimestriel, semestriel, avec l'ensemble des collaborateurs du cabinet pour aussi les impliquer parce que leur voix compte. Et donc on fait des consultations. Voilà. On essaye en tout cas de rendre ce projet très vivant et très vibrant. Quand on fait des consultations chez KPMG, c'est effectivement avec un choix de thématique. Pour donner quelques illustrations, on a souhaité dédier une journée au bien commun. Et donc sensibiliser, mais aussi être dans l'action avec l'ensemble des collaborateurs. Donc on a mobilisé les 10 000 personnes. Alors on était pratiquement 7 000 à s'être mobilisés le 21 octobre dernier. Et pour se mobiliser, on a souhaité choisir une cause. Donc on a consulté nos collaborateurs et la cause de l'environnement, du climat, la gestion des déchets est apparue en haut de l'agenda. Et donc on a tous ramassé 13 tonnes de déchets partout en France ce jour-là. Voilà, un beau lancement de ce projet de SG, on va dire. On a également consulté nos collaborateurs, nos associés sur la raison d'être du cabinet, sur ses objectifs de mission, pour pouvoir justement nourrir le projet de devenir entreprise à mission. Et puis on a mis en place un groupe de travail qu'on a appelé NextGen pour pouvoir impliquer des collaborateurs qui ne viennent pas complètement d'arriver chez KPMG, donc connaissent la maison, mais sont capables d'être force de proposition. Et donc on les a fait travailler là aussi sur une thématique choisie qui était l'entreprise à mission et l'ESG. Et donc ils nous ont déjà apporté des initiatives qu'on a validées en COMEX, qu'on va financer pour pouvoir aller vers des équipes et un environnement plus inclusif. C'est vrai avec par exemple un congé parentalité qui va se prolonger pendant 6 mois, un agenda à 4/5 du temps payé 5/5 pour les jeunes mamans et les jeunes papas. Donc ça contribue à faciliter justement le retour des jeunes mamans au travail et puis un meilleur équilibre des tâches partagées parce que les jeunes papas sont aussi sensibilisés et sont aussi désireux d'être proches de leurs enfants. Donc voilà par exemple une idée apportée par les NextGen qu'on va mettre en place. Alors moi j'aime bien être effectivement dans l'échange avec les plus jeunes et de pouvoir tout simplement exprimer une vulnérabilité. Il n'y a pas de modèle, je pense, chacun doit trouver le sien, mais l'échange d'expérience, ça permet à chacun de trouver ou de picorer ce qui peut lui être utile. Donc moi je me suis engagée un peu sur ces sujets de mentoring, cross-mentoring, depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Notamment avec le parcours émergence que l'on a monté chez KPMG. Donc c'est ce parcours de leadership au féminin pour que les jeunes femmes se retrouvent, expriment leurs objectifs, leurs leviers d'action, on va dire, et puis aussi leurs doutes. Le programme EVE, donc c'est un programme multi-employeur qui avait été monté par Danone et auquel KPMG et dont KPMG est partenaire depuis une douzaine d'années maintenant. Mettez en place, au-delà du programme, des espaces de mentoring au sein de KPMG avec les partenaires de EVE par exemple. Et donc moi j'ai toujours trouvé beaucoup de richesse. Et en mettant les choses à distance, en les partageant, je crois que
ça apporte aux deux personnes qui échangent, et moi j'en ai aussi trouvé beaucoup de plaisir, beaucoup de richesse, des rencontres fantastiques, des jeunes femmes qui sont dans le doute, mais c'est des pépites. Donc je trouve que permettre qu'elles puissent gagner en confiance en elles et se révéler davantage, moi en tout cas je trouve que c'est un peu un objectif que j'aime poursuivre. Et puis on a aussi à cœur de contribuer au programme Un jeune, une solution. Et donc c'est à ce titre que je vais mentorer Chloé, qui est une jeune femme au parcours compliqué, douloureux même, à gagner confiance en elle, à rayonner. Elle a un sourire, elle a une énergie incroyable, et pourtant ce qu'elle a vécu est très très dur. Donc pour moi c'est un exercice de grande humilité par rapport à cette femme fantastique qu'elle est, et on a ce plaisir d'être ensemble de temps en temps. Le conflit en Ukraine a été pour moi assez bouleversant, et m'a donné à saisir encore une fois de plus, je vais dire, un moment de basculement. Et d'un moment à l'autre, la vie change, et il y a des passages comme ça de moments symboliques où on passe à un confinement, où quelqu'un qui vous est proche a un problème médical très grave, et il y a vraiment une très forte tension. Et pour moi, le conflit en Ukraine, ça a été un peu ça. C'était rampant, mais en réalité, j'ai été quand même surprise. Et ce moment d'invasion de la Russie en Ukraine a été pour moi un moment de bascule, où on est revenu à des conflits armés envers des civils, un moment où on pensait que l'Europe avait peut-être atteint un âge de maturité différent, et on a peut-être trop oublié les souffrances des générations antérieures, et ça y est, on y est, avec deux personnes deux chefs de gouvernement qui ont vécu la guerre froide et qui la rejouent de façon violente aujourd'hui. Donc ça a été vraiment ce moment de basculement, un moment extrêmement déchirant de penser qu'on avait 500 personnes chez KPMG qui étaient à risque en Ukraine. Ils sont encore 90 aujourd'hui à Kiev à prendre les armes. Donc quand on pense à eux, c'est très dur, je trouve. Et puis toutes leurs familles qui sont fragmentées, réfugiées, c'est très dur. Et puis c'est très dur aussi pour les 4000 personnes de KPMG qui sont en Russie, qui travaillaient avec ces Ukrainiens, qui faisaient partie d'une même practice, et qui ont dû, pour des raisons extérieures, finalement se séparer. Donc pour nous, ça a été une lourde responsabilité au board international de savoir quelle était à l'avenir notre présence ou non en Russie, comment on allait pouvoir s'adapter aux sanctions, quels étaient les premiers gestes à faire. Donc effectivement, rémunérer par avance les personnes, y compris en argent liquide pour les Ukrainiens, pour qu'ils puissent acheter très vite ce dont ils avaient besoin, et qu'ils ne soient pas en train de faire la queue au distributeur pour récupérer des billets. C'était aussi de voir comment on allait pouvoir assurer l'accompagnement de nos clients sur lesquels on était engagés dans ces pays, ou qui restent engagés dans ces pays. Donc il y a à la fois beaucoup de préoccupations très humaines, très logistiques presque, et puis des considérations économiques qui sont finalement plus froides, on va dire, et qui sont finalement presque moins impliquante, curieusement. Et puis très vite, en fait, et là aussi, formidable élan collectif dans nos équipes, tout le monde s'est mobilisé pour assurer de l'acheminement de biens de première nécessité, des premiers soins, des fonds également. On a levé tout de suite des collectes de fonds auprès de l'UNICEF, auprès de Médecins du Monde, dans
voilà, dans un laps de temps très court, on a également mobilisé nos clients qui ont pu, par exemple, acheminer 400 couchages pour les réfugiés près de la frontière polonaise. Et puis, au sein du réseau KPMG, c'est juste incroyable. Il y a des personnes qui ont pris leur voiture, traversé la Pologne et allé exfiltrer 400 Ukrainiens, par exemple, en un week-end. Voilà, c'est aussi des pépites humaines qui rendent quand même très fiers de cet élan collectif dont on peut être capable dans des périodes très très dures en fait. Ça aussi, ça forge l'identité de nos équipes, de nos cabinets, et moi je suis très fière aussi de voir cette mobilisation, et on l'a vécu pour le confinement, et là on la vit encore. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire pour conseiller quelqu'un qui serait aussi à devoir diriger dans la tempête. Alors c'est la tempête et c'est l'incertitude aussi. Moi je crois qu'il faut trouver son cap et qu'il soit vraiment très très solidement ancré dans des convictions vraiment fortes, parce que quand il faut le garder, il faut avoir un ancrage, je crois, très très fort. Donc il faut vraiment que ça vienne des tripes. Moi ça c'est le premier élément. Et puis surtout prendre soin des équipes. Parce que quand on prend soin des équipes, on peut les emmener, on peut leur faire traverser des périodes un peu plus rudes. Et voilà, et c'est difficile quand il y a un jeu de contraintes très fort, une activité aussi très forte, par exemple chez nous actuellement. Voilà, donc emmener des équipes sous cette charge de contraintes dans une période d'incertitude, c'est un vrai défi. Moi je crois beaucoup quand même au cap, à la boussole. Il y a le très beau livre de Marc Deleritz sur ce sujet, Diriger autrement, sans carte ni boussole. Ça me parle énormément, et comme j'ai une famille très nautique, on va dire, pour moi ça veut dire quelque chose. Alors les conditions de vent et de mer sont un peu difficiles, mais quand on garde son cap, on doit y arriver.